ligne notre invité prestige du jour. Celui qui est bien sûr avocat au barreau guinéen de la République de Guinée, ancien détenteur du prix de l'art oratoire sur la compétition africaine, notamment aujourd'hui avocat du camp de l'ancien président capitaine Dadis dans le procès de massacre du 28 septembre, mais surtout aussi de la partie civile contre docteur Djané et ce bras de fer dont on parlait. Nous le recevons, c'est bien sûr Maître Pépé Antoine Lama. Maître Pépé Antoine, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à vos co-chroniqueurs, bonjour à vos nombreux auditeurs. En tout cas, bienvenue à vous dans cette émission qu'on appelle l'émission des polémistes. On n'est pas gelé, on est heureux de vous avoir avec nous. La première question rapidement sur les questions liées au massacre, les événements du massacre du 28 septembre, l'évolution du procès avec vous, Odilon. Maître Pépé Antoine Lama, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le procès des massacres du 28 septembre ont connu un rebondissement avec la réapparition de Marcel. Quel effet cela fait de votre côté, d'autant plus que vous êtes l'avocat de capitaine Moussa Dadis qui est en train d'être chargé par Marcel? Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le capitaine Marcel aurait chargé le capitaine Moussa Dadis. Mais il le tient pour le moment comme seul responsable, hein? Il le tient pour le moment comme le principal responsable de ce qui est arrivé au stade. Il y a quand même deux choses qu'il faut tenir compte. Vous avez en face de vous un accusé qui n'est pas un témoin, dont la parole n'est pas une parole d'évangile. Ouais. C'est la première remarque. C'est comme la parole du capitaine Dadis. La seconde, c'est que c'est un accusé qui décide de revenir sur ses déclarations précédentes. Un accusé qui fait des allégations sans les faire accompagner par aucun support probant. Quel crédit on peut accorder à un tel individu? Je pense que vous devez quand même, en toute sérénité, regarder les choses en toute objectivité. Marcel n'a rien dit de nouveau à part reconnaître sa présence au stade et à la clinique Ambroise Paré. Tout ce qu'il a dit contre le président Moussa Dadis Camara ont été déjà dit par le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Ce n'est pas nouveau. C'est un individu qui a été fabriqué, mémoire, n'est-ce pas, formaté pour venir faire des allégations fortuites. Fabriqué par qui, maître? Moussa Dadis Camara. Maître, fabriqué par qui? Par le camp de Toumba, absolument. Demandez et renseignez-vous autour du niveau. Voudrez-vous dire qu'il y a une alliance qui s'est nouée entre Toumba? Vous conviendrez avec moi que ce monsieur n'a pas le niveau BPC. Est-ce qu'un tel individu... Non, ça, c'est pas la question. On parle d'accusé, voilà, qui est à la barre. Je suis en train de vous parler du discours qu'il a lu toute une journée. Ouais. Voilà. Donc, ce discours-là, vous pensez que lui, il est en mesure de rédiger. Et n'oubliez pas qu'en amont, il y a une tentative de chantage qui était à la base de tout ça. Donne-moi 300 millions, une villa, faute de quoi je vais venir... La tentative de chantage vient de qui? Parce que là, on parle quand même de 300 millions de maison. De Marcel, il est poursuivi. La procédure suit son cours normal. D'accord. Vous en avez les preuves? Voilà. Dans cette comparaison, puisqu'il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait auprès du président Moussa Dadis Camara, il s'est comporté ainsi. Mais vous verrez, nous avons des éléments. Nous avions décidé de ne pas tirer sur l'ambulance en nous abstenant de ne pas poser des questions au capitaine Marcel Guilavogui. Mais le moment venu, notamment à la phase des confrontations, nous avons des éléments que nous allons opposer et à lui et à Toumba et qui vont davantage étayer l'opinion et même le tribunal par rapport à l'appréciation de ce dossier. Maître Pépé, vous, dans un premier temps, vous vous êtes opposé à la récomparition du Marcel. C'était pour éviter éventuellement des charges qu'il a eu à mettre sur la tête de votre client. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce jour, je pense avoir rappelé que la défense du capitaine Moussa Dadis Camara était sereine comme maison inachevée. Et nous savions déjà... Sauf que le visage apparu de Maître Pépé lors de ce procès pour cette journée était Pépé Antoine, on vous a vu avec un visage crispé,
Regard et tout ce qui va avec. Mais sincèrement, maître, on a vu les photos. Agacé, il en avait marre de continuer d'écouter un discours creux, incohérent, qui ne se repose aucun élément sérieux. Et pas du tout, je n'étais pas du tout, disons, ébranlé par cette sortie du capitaine Marcel. Pas du tout. Restez serein, on n'a pas du tout été ébranlé. Marcel n'a fait que s'enfoncer. Et Marcel a tenté à tout prix d'incriminer le capitaine Moussa Dadis Camara en tentant de blanchir le commandant Toumba dont la responsabilité lui colle à la peau. Mais nous ne sommes pas pressés, je vous le dis. Vous allez comprendre et vous comprendrez que cette stratégie n'est pas fortuite. Et pourquoi vous vous opposiez à la comparution ou bien à la deuxième comparution de capitaine Marcel? Parce que vous, vous étiez opposé. On s'était opposé en raison de la chronologie du procès pénal. Vous savez, en matière pénale, tout commence toujours par l'interrogatoire des accusés, par la suite l'audition des parties civiles, la phase des confrontations, de l'audition des témoins et éventuellement des confrontations. Mais tout d'un seul coup, un accusé dont l'interrogatoire a quand même pris plusieurs semaines décide de reprendre la parole pour, dit-on, faire de nouvelles déclarations. Mais vous devez quand même être d'accord avec moi que même le parquet et le tribunal sont certainement déçus des déclarations de Marcel. Non, pas une question de déception, c'est pas ça. Mais vous étiez opposé et le parquet et le tribunal a décidé autrement. De la chronologie. C'était pas l'étape prévue pour donner la parole. Oui, mais il est du devoir. Je pense qu'il est du devoir du président du tribunal qui assure pour la manifestation de la vérité, de donner la parole à qui il veut. Voilà pour voir plus clair, puisque c'est lui qui tient la police. Le procès pénal, c'est pas le désordre là. Le procès pénal obéit à une chronologie. Il faut bien que cela soit su. Et imaginez que dans ces conditions, qu'on nous aussi demandions à ce que le capitaine Moussa Dadis reprenne la parole. C'est votre droit, hein? On a préféré se mettre au-dessus de tout ça, donner la chance à ce procès d'évoluer, mais en vérité, le fait de donner la parole au capitaine Marcel n'a pratiquement donné satisfaction à ceux qui ont voulu, à ceux qui l'ont préparé pour venir, n'est-ce pas, faire ces affabulations qui ne se reposent sur aucun élément sérieux. Alors, maître, nous sommes en procès pénal. Est-ce que vous, en tant qu'avocat Dadis, vous croyez en ces chances? Écoutez, je suis 1000% convaincu. Comme fait, vous êtes son avocat, c'est ce que vous allez dire. Comme toujours. Je pose la question pourquoi? Parce que soit c'est la relaxe ou bien c'est voir l'accusé condamné mais avec une peine commuée. Oui, mais écoutez, moi, nous allons plaider non coupable. Le capitaine Moussa Dadis est blanc comme neige. À date, sa responsabilité dans cette affaire n'est nullement prouvée. Personne à la barre, personne dans le box, personne du côté de la partie civile n'a pu rapporter la preuve que le président Moussa Dadis qui a donné des instructions ou des moyens à qui que ce soit d'aller au stade. Toumba et Marcel ont certes fait des déclarations, mais vous comprendrez un peu les motivations, les contours, ce qui a occasionné, n'est-ce pas, ce revirement. Toumba et Marcel ne sont pas des saints pour dire que on doit prendre leurs paroles comme étant des paroles d'évangile. Quand on fait des affirmations dans le procès pénal, il faut les faire accompagner par des éléments de preuve. Un tribunal criminel ne peut pas entrer en condamnation contre une personne sans se fonder sur des éléments de preuve. Ce n'est pas possible. Et il faut bien que vous le sachiez. Mais, maître, vous parlez de Marcel quand même, qu'on connaît la proximité avec le capitaine Moussa Dadis, ce n'est pas les moindres, donc son témoignage est plus ou moins éloquent quand on sait... Mais c'est ce que vous dites, c'est ce qui a toujours été chanté, que le capitaine Marcel serait proche du président Moussa Dadis Camara. Mais il vous a dit le contraire là-bas. Il vous a dit que le capitaine Moussa Dadis n'a jamais accepté le recevoir depuis qu'il est arrivé à la maison centrale. Il vous l'a dit. Mais vous n'avez pas vu une photo circuler où vous voyez Marcel avec son garçon, avec Toumba à la maison centrale, entre le président Moussa Dadis et Toumba. Marcel est proche de qui?
Marcel est plus proche de Toumba que du président Moussa Dadis. Le président Moussa Dadis n'a jamais accepté de recevoir ces deux individus depuis qu'il est arrivé à la maison centrale. Le premier jour, Toumba a essayé de s'approcher de lui. Vous avez entendu un peu les échos dans la presse. Marcel a tout fait. Il est passé par des personnes pour rencontrer le président Moussa Dadis. Ce dernier ne lui a jamais donné l'occasion. Vous avez toujours donné l'impression là, alors qu'en réalité, les deux n'ont jamais été proches. Mais en 2009, ils étaient proches. Pas du tout, pas du tout. Bon, écoutez, dans tous les cas, c'était des collaborateurs parce que c'était un garde qui était relevé de la garde du président Moussa Dadis, tout comme Toumba relevait de la sécurité présidentielle. C'était des gens proches. Mais à dire que dans le cas de ce procès, c'était un groupe contre un tel groupe, c'est pas le cas. Si c'était le cas, vous auriez au moins entendu une proximité entre les deux à la maison centrale. Mais aujourd'hui, à la maison centrale, les deux, je veux parler de Toumba et Marcel, sont plus proches. Parce que le capitaine a coupé tout contact avec ceux-ci depuis qu'il est arrivé là-bas. Vous avez entendu Toumba dire là-bas que quand il est arrivé à la maison centrale, il a regroupé Marcel et Raphaël pour discuter avec ces personnes-là. Et après, vous avez vu cette photo qui a circulé. Renseignez-vous un peu à la maison centrale. Ouais. Les deux sont plus proches. Je vous le dis bien. Ils sont plus proches. Et ce que vous devez déceler d'incohérent dans les déclarations de Marcel, c'est que tous qui frisent d'ailleurs un règlement de compte, qui frisent de la haine, c'est que tout ce que Touma a dit contre Dadis, il confirme, mais tout ce que Touma a dit contre Marcel, Marcel rejette. Il y a quel sérieux dans ça? Il faut quand même prendre la hauteur dans les réflexions. Alors, maître, moi j'ai envie d'avoir votre impression sur l'issue de ce procès. Est-ce que, bien c'est vrai sûr, nous ne sommes pas totalement dans l'optique de dire que la justice ne sera pas rendue, que lumière ne va pas être apportée, mais est-ce qu'à l'issue de ce procès, s'il n'y a pas de coupable dans cette affaire qui soit démontrée par le tribunal, est-ce que l'opinion publique va certainement accepter et apprécier l'issue de ce procès? Un procès criminel n'est pas un jeu de tombola, où on vient obligatoirement faire, n'est-ce pas, le jeu pour dire, écoute, celui qui reste sera condamné, celui qui sort sera acquitté. Non. Le procès criminel fonctionne sur la base des règles. Le tribunal criminel ne peut pas entrer en condamnation sans baser sa conviction sur des certitudes. En matière de jugement, c'est sur la base de la certitude que le juge peut décider d'entrer en condamnation. Face au doute, aussi petit qu'il soit, c'est l'acquittement pur et simple. Donc ici, je ne peux pas admettre, et vous-même, vous ne pouvez pas être en mesure de rapporter la preuve de cela, depuis que ce procès a commencé. Quel élément de preuve que vous avez entendu exhiber incriminant le président Moussa Dadis Camara? Puisqu'on n'est pas encore arrivé à l'étape effectivement de l'exhibition des preuves, donc on va peut-être attendre cette étape. Nous avons ce dossier, nous sommes en possession des éléments, et sûrement le moment venu, vous allez voir la projection des vidéos, des audios, vous allez voir vous-même qui est coupable dans cette affaire. En tout cas, ce n'est pas le président Moussa Dadis Camara. Selon vous, c'est qui? Vous êtes son... Il dit en tout cas, c'est pas le président Moussa Dadis Camara. Voilà, selon vous, c'est qui? Écoutez, je préfère bien le démontrer le moment venu au prétoire, mais toujours est-il que... dans le temple dit de Ténus avec Maître Yomba. En tout cas, la dernière question sur ce procès, c'est... On parle bien sûr de l'aide juridictionnelle que vous avez réclamée avec tout le pôle des avocats, des accusés. Est-ce que vous avez commencé à percevoir effectivement l'aide juridictionnelle réclamée? Pour le moment, nous ne sommes pas entrés en possession, mais aux dernières nouvelles, les choses sont en très bonne voie. Nous espérons les jours à venir entrer en possession de notre dû.
Alors, l'autre sujet qui passionne et qui fâche, bien sûr, et qui porte beaucoup d'interrogations, c'est le cas de Dr Diané, affaire Diané au niveau de la CREIEF, où la Cour suprême, selon les informations, a ordonné la libération de Diané sur les conditions qui ont été effectivement posées dès le départ. Mais le procureur spécial, et que d'ailleurs vous êtes de la partie civile, notamment dans ce procès de la CREIEF, qui est organisé pour la récupération des biens de l'État et surtout ceux qui ont dilapidé les biens de l'État, qui font face aujourd'hui à ce tribunal pour justifier effectivement les recettes. Vous êtes de ce côté. Dites-nous réellement dans cette affaire, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend absolument rien. Est-ce que la Cour suprême a effectivement ordonné la libération de Dr Diané, ou est-ce que les documents qui sont proposés par la Cour suprême ne sont pas du tout conformes à la réalité du droit? Et la dernière question peut-être là-dessus, c'est de comprendre de mon côté, est-ce qu'effectivement le procureur spécial a le pouvoir de s'opposer à une décision de la Cour suprême? Écoutez, il faut d'abord planter le décor. Ouais. Dr Mohamed Diané a bénéficié d'une ordonnance de remise en liberté assortie de paiement d'une caution de 2,5 milliards. Oui. Ordonnance rendue par la Chambre de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières CREIEF. Contre cette ordonnance, le procureur spécial, après la dite juridiction, a relevé appel. La Chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la CREIEF a confirmé la dite ordonnance. Ouais. C'est contre cet arrêt que le procureur spécial s'est pourvu en cassation. Hier, donc, la Cour suprême de Guinée a déclaré sans objet le pourvoi du procureur spécial conformément à l'article 244 du Code de procédure pénale. Et par la suite, la défense de Dr Mohamed Diané a fait savoir à l'opinion que le pourvoi du procureur spécial aurait été rejeté. Ouais. Étant rejeté, c'est la remise en liberté d'office. Je précise que nous n'avons pas la même compréhension que la défense de Dr Mohamed Diané. Pour nous, quand on déclare un pourvoi sans objet, ça veut dire que cette question ne mérite plus d'être posée devant la Cour suprême. Elle doit plutôt être transportée devant la chambre de jugement de la CREIEF, qui est déjà saisie de l'affaire, qui a même commencé les débats. C'est ce que ça veut dire. Nous allons, en tout cas, recevoir dès aujourd'hui l'arrêt, et je pense à travers la rédaction, le débat pourrait être clos, mais nous n'avons pas la même compréhension que la défense de Dr Mohamed Diané. Pour nous, quand on déclare ce pourvoi sans objet, ça veut dire que Dr Mohamed Diané peut retourner devant la chambre de l'instruction, où il peut à tout moment poser la question de la demande de remise en liberté. D'accord, oui, Diané. En parlant de ce pourvoi du pourvoi sans objet, est-ce que, puisqu'il est dit que la demande de liberté peut être demandée en toute étape de la procédure et que la Cour était effectivement saisie donc, de cette question de mise en liberté, est-ce qu'il est aujourd'hui, on n'est pas en droit de dire que la position des avocats de M. Diané, n'est-ce pas, est beaucoup plus fondée sur le droit, contrairement à la vôtre? Écoutez, si la Cour voulait simplement rejeter le pourvoi, elle allait rejeter le pourvoi, et dans ces conditions, nous le savons tous, que c'est l'arrêt attaqué qui s'exécute. Mais lorsqu'on déclare un pourvoi sans objet, on se fonde sur l'article 244 dans le dispositif. Vous-même venez de rappeler, en matière de remise en liberté, la demande peut être posée à tout moment et en tout état de cause. Ça veut dire ça. Et la Cour suprême de Guinée n'est pas une juridiction de fond, c'est une juridiction de droit. La Cour ne peut pas ordonner la remise en liberté d'une personne. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui relève de la compétence des juges de fond. Et aujourd'hui, c'est la chambre de jugement qui est chargée d'examiner le dossier, qui est compétente pour connaître les demandes de mise en liberté. Oui. Vous savez pourquoi on a déclaré ce pourvoi sans objet? Parce que la Cour a estimé au moment de sa saisine que l'affaire était déjà à la phase de jugement.
L'affaire étant à la phase de jugement, la Cour suprême ne peut plus retirer à la chambre de jugement la compétence de connaître des demandes de mise en liberté. C'est ça notre lecture. Et je respecte naturellement la compréhension qui est en train de se dégager de l'autre côté, mais je pense que d'ici le soir, chacun entrera en possession de cet arrêt et nous serons suffisamment édifiés. Donc les lanternes seront effectivement éclairées, oui. Dans ce cas, est-ce que, en suivant votre raisonnement, il ne revient pas de dire aussi que, qu'on appelle la position qu'avaient les avocats de Dr Diané en estimant que, n'est-ce pas, que le pouvoir avait un effet suspensif, donc il était d'intérêt, n'est-ce pas, de la chambre donc de jugement, de suspendre en attendant que la Cour suprême ne rende sa décision. Non, pas du tout. Vous savez, c'était du dilatoire. Ils ont posé le problème. C'est le paquet quand même qui s'est prouvé en cassation. C'est pas les avocats de Diané. Écoutez, les recours contre les actes d'instruction ne peuvent pas faire obstruction à la poursuite de l'information. Il y a eu plusieurs recours. Non, sauf que de mise en liberté. Sauf que c'était ici la question portait ici sur une question de liberté. Mais ça ne peut pas faire obstruction à la poursuite de l'information, s'il vous plaît. Pas du tout. Ça n'a pas empêché la chambre de l'instruction de poser des actes d'instruction. Alors on ne pouvait pas attendre l'issue de la procédure de cassation contre la décision de remise en liberté pour poursuivre l'instruction. Maître Pépé, vous êtes avocat et dans ce dossier, vous êtes avocat de la partie civile, vous défendez les intérêts de l'État. Mais moi, je voudrais bien vous poser une question en tant que droit de l'homiste. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau lorsque vous voyez un accusé dont un droit fondamental est en train d'être piétiné, la liberté étant, le principe est que la détention est l'exception? Écoutez, je suis avant tout droit de l'homiste. Être droit de l'homiste ne veut pas dire que on doit à tout prix s'acharner lorsqu'un juge décide en toute souveraineté de priver une personne de sa liberté. Les droits de l'homme n'interdisent pas les mesures privatives de liberté. Les droits de l'homme encadrent les mesures privatives de liberté. Je suis avocat, je défends une partie au procès, je le fais conformément à ma déontologie et dans le strict et correcte application, n'est-ce pas, de la loi. À date, je n'ai pas connaissance, en tout cas d'une mesure abusive entreprise contre Dr Mohamed Diané. Je n'ai pas connaissance, n'est-ce pas, d'une quelconque violation des droits de l'homme au préjudice de Dr Mohamed Diané. Il y a des dossiers que je vais taire le nom, dans lesquels je suis pour l'État, mais à des moments, quand j'ai senti que certaines choses sont contraires à ma conscience, je connais, n'est-ce pas, la posture que j'ai adoptée. Les confrères contre qui je suis opposé le savent. J'assume et je suis fier de défendre l'État dans ces dossiers et je vous remercie. Mais maître, ça voudrait dire que il y a des dossiers qui ne sont pas des dossiers à votre convenance. Des dossiers qui ne sont pas à votre convenance, ce sont des dossiers que vous semblez, qui vous paraissent être des dossiers peut-être montés de toutes pièces, où vous pensez que c'est pas normal pour vous et votre conviction de défendre de tels dossiers du côté de l'État. Est-ce qu'effectivement c'est ce que vous êtes en train de nous dire ce matin? Mais demandez qui est M. Pépé Antoine Lama au barreau. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis les choses telles que je les pense. Ouais. Je n'ai pas du tout peur de dire en face ce que je pense. Et tout ce que je dis à votre insu, je peux vous le dire en face. Ouais. Donc, de ce point de vue, je n'ai vraiment pas le complexe de dire à qui que ce soit. Donc dites-nous, maître, dites-nous quels sont les dossiers, quels sont ces dossiers en fait. Lorsqu'un dossier n'est pas de ma convenance, je ne le prends pas. Quels sont les dossiers qui ne sont pas de votre convenance, maître Pépé? Oh, je préfère ne pas... Non, mais vous n'allez pas nous faire ça, vous n'avez pas votre langue dans la poche. Ah, langue de bois s'abstenir. S'il vous plaît, je préfère m'en abstenir. Alors merci en tout cas d'être passé chez nous. Ce fut un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos différentes activités.
Merci, au revoir. Alors, Joma Média, la Guinée, notre boussole. Vous avez sans doute compris, on était avec Maître Pépé. Rapidement, quelques réactions en 1 minute, parce qu'on va rapidement partir pour la lecture. Moi, rapidement, réaction, il a déjà montré qu'il y a certaines failles dans certains dossiers, parce que lui-même, il a dit que sur certains dossiers, il n'était pas d'accord. Ce qui veut dire que quelque part, dans le fonctionnement de la CRIEF et dans les accusations, les charges, il y a des dysfonctionnements, d'où on avait même demandé à certains juristes de venir renforcer cette cour, parce que la CRIEF, quand il s'agit de crimes économiques, il faut vraiment plusieurs compétences pluridisciplinaires et mieux, pourquoi pas, si on ne peut pas avoir l'expertise extérieure, amener tous ceux qui siègent à cette cour, aller se former ou bien leur donner des formations d'appui, parce que c'est très stratégique. Il ne parle pas de la CRIEF, des dossiers pendant devant la CRIEF, il parle dans le cadre général. Non, mais il parlait de la CRIEF. J'ai bien écouté son intervention. Il a dit qu'il y a certains dossiers où lui-même consciencieusement, il sait qu'il ne devait pas faire, il n'a pas fait certaines actions. Non, laisse-moi finir, Alpha. Allez-y. On a écouté la même personne. Je ne sais pas ce que toi tu as écouté. Voilà. J'avais un casque, moi. Ça facilite la meilleure compréhension. Donc, moi je comprends bien. Moi je n'ai pas besoin de casque. On ne va pas polémiquer parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, je disais que quelque part, c'est bien de l'entendre dire ça. Quelque part, c'est que notre appareil judiciaire fonctionne plus ou moins bien. Il y a des gens quand même qui ont la conscience de dire que oui, quelque part sur certains dossiers il y a des failles. Encore une fois, mais il n'a pas dit ces dossiers. Donc il se jette des fleurs. Au-delà de ce que de toute façon, au-delà de ce que dit Emmanuel, pour ce qui est du dossier spécial CRIEF Cour suprême de Ghané, je pense qu'on va finir par demander l'interprétation de l'arrêt. En tout cas, on va finir par demander l'interprétation de l'arrêt. Nous aurons l'arrêt certainement d'ici ce soir et demain, nous allons l'exposer au grand public et vous aurez l'opportunité de lire effectivement le contenu de l'arrêt, avoir la réaction de certains juristes émérites sur la question qui sont que des observateurs. Alors, nous allons vers